Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, ce jour a été dédié à la journée de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, ou Wash Day, au pavillon de Madagascar lors de la 28e Convention sur le changement climatique, ou COP28, qui se déroule actuellement à Dubaï. C'était l'occasion de présenter les efforts effectués par le ministère et ses objectifs dans la lutte contre le changement climatique. C'est également une occasion de trouver des financements pour faire face aux conséquences du changement climatique, notamment le projet FAO qui constitue une solution pour les populations du Sud. Madagascar est un pays qui possède beaucoup d'eau, mais c'est un pays confronté aux conséquences du changement climatique. Ainsi, certaines régions connaissent des inondations, tandis que d'autres connaissent des sécheresses. Il faut donc envisager des projets capables de faire face au changement climatique. La question de l'eau est au centre de tous les débats et discussions lors de la 28e conférence sur le changement climatique au COP28 qui se déroule à Dubaï. La délégation de Madagascar apporte une voix forte sur la promotion de bonnes pratiques durables pour le défi du changement climatique. Elle apporte aussi sa voix forte sur la protection de l'environnement en général, mais surtout la protection de nos sources en eau. Et dernier point, c'est la délégation apporte sa voix forte aussi sur l'accélération, la facilitation de l'accès au financement climatique pour les pays vulnérables comme Madagascar, ce qui a été convenu en COP27. En participant aussi à la COP28, nous partageons nos expériences et recevons des autres expériences d'autres pays. Mais actuellement, donc, aujourd'hui, nous célébrons la journée de l'eau, assainissement et hygiène, Wash Day. Il s'agit de la première édition. Donc, nous savons tous que l'eau est le centre de débat de tous les niveaux. Et quand on parle du problème de l'eau à Madagascar, c'est, comme on a vu tout à l'heure, c'est à la fois transversal et touche plusieurs secteurs. Nous espérons qu'à l'issue de cette Wash Day, nous trouverons donc l'amélioration, la mise à jour de comment on travaille ensemble, aussi bien avec les partenaires techniques financiers que le secteur privé et l'État. Oui. À travers la COP, nous espérons, nous escomptons, tout d'abord, surtout, c'est pouvoir trouver des financements parce que beaucoup reste à faire à Madagascar. Et de deux, effectivement, comme j'ai dit, la mise à jour, ça nous permettra de mettre à jour la politique nationale sur l'adaptation, la politique, la stratégie sur le secteur WASH à Madagascar. Et nous allons aussi avoir une opportunité de voir d'autres partenaires, même le secteur privé. Bref, c'est vraiment pour accélérer le changement que nous estimons avoir à Madagascar. Lors du Wash Day qui s'est tenu aujourd'hui au pavillon Madagascar à Dubaï, le ministre a également partagé l'énorme projet mis en œuvre par le gouvernement malgache, le pipeline FAO. Au cœur du projet, la construction d'un pipeline de 97 km reliant le fleuve FAO se distingue comme une avancée significative dans la quête de réponses durables aux besoins en eau des régions Anjouy et Anossi. Cette initiative témoigne de la volonté politique de l'État malgache de relever les défis environnementaux cruciaux et d'améliorer la qualité de vie des communautés locales. Comme dans la partie sud de Madagascar, qui est la partie la plus touchée par le changement climatique, il y a la sécheresse récurrente qui provoque un phénomène de famine extrêmement grave qu'on appelle kéré. Depuis plusieurs années, les actions qu'on a menées, c'était les actions humanitaires, aide humanitaire. Mais actuellement, le gouvernement a pris donc le leadership de changer l'approche en passant à l'action résiliente. D'où la construction du projet phare, la construction du pipeline de 97 km pour transporter d'une rivière à 97 km d'une autre région, grâce à nos ressources propres internes. D'autre part, l'événement Wash Day est une occasion pour trouver des financements concernant le changement climatique.
Le ministre de l'Eau a ainsi fait appel à la coopération de tous les acteurs car l'État ne peut pas agir seul pour réaliser les différents efforts que sont l'approvisionnement en eau potable et la fourniture de sanitaires décents pour la population malgache. Madagascar est le 3e pays d'Afrique à être payé par la Banque mondiale pour la réduction des émissions de carbone. Le pays a ainsi reçu plus de 8 millions de dollars en crédit carbone. Ce paiement est le premier dans le cadre de l'accord de paiement de réduction d'émissions conclu avec le Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la Banque mondiale. Les détails. Madagascar a récemment reçu une reconnaissance financière importante pour ses efforts dans la réduction des émissions de carbone. Un montant de 8,8 millions de dollars a été attribué au pays pour avoir réussi à diminuer de 1,76 million de tonnes ses émissions de carbone en 2020. Ce succès place Madagascar au 3e rang des pays africains rémunérés par la Banque mondiale dans le cadre de l'initiative REDD+, après le Mozambique et le Ghana. Ce versement, qui est une étape majeure pour le pays, fait partie d'un accord plus vaste, l'accord de paiement de réduction d'émissions, conclu avec le Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la Banque mondiale. L'objectif est ambitieux, débloquer jusqu'à 50 millions de dollars pour réduire jusqu'à 10 millions de tonnes d'émissions de carbone d'ici la fin de 2024. Cette initiative cible la côte orientale du pays, une région riche en forêts pluviales. Les réductions d'émissions déclarées par le Bureau national de changement climatique et REDD+, de Madagascar ont été soumises à un processus rigoureux de validation et de vérification indépendante par une tierce partie, assurant ainsi la crédibilité de cette réussite environnementale. La zone du programme de réduction des émissions couvre 10% du territoire malgache, s'étendant sur près de 7 millions d'hectares le long de l'écorégion de la forêt humide de l'est du pays. Cette région abrite plus de la moitié des forêts pluviales riches en biodiversité de Madagascar. Le programme adopte une approche de gestion intégrée des paysages pour lutter contre les causes directes et indirectes de la déforestation, tout en renforçant la conservation et la gestion communautaire des forêts. Le responsable des opérations de la Banque mondiale à Madagascar félicite le pays pour avoir franchi avec succès ces étapes cruciales et souligne l'importance des forêts de l'Est de l'île dans la lutte contre le changement climatique. Madagascar, tout en célébrant cette avancée, reste conscient des défis persistants. Louvakan Travelmanen, coordinatrice du BNCC REDD+, souligne que c'est un pas significatif vers la protection de l'environnement et la promotion d'une gestion durable des ressources naturelles à Madagascar. Dans un tout autre sujet, la passation de service entre les nouveaux et les anciens membres du Conseil supérieur de la magistrature s'est tenue ce jour à Antanaren en la présence de la ministre de la Justice et vice-présidente du CSM, Randjamanatena Souland Boulatine. Ces nouveaux membres exerceront pendant 3 ans. Par la même occasion, la ministre leur a conseillé de bien effectuer leur mission pour que la confiance des usagers envers la justice malgache règne. Les anciens membres ont reçu chacun un certificat en guise de reconnaissance. Actifs obtenus suite à un détournement de fonds publics et de deniers publics, cela figure parmi les actifs saisis par l'ARAI ou Agence de recouvrement des avoirs illicites. L'objectif de l'ARAI est de restituer les biens confisqués dans le compte du Trésor public. Toutefois, tous les biens saisis ne font pas forcément l'objet d'une vente aux enchères. Radraman Zatouf, Anza Radzanarvel. Actifs obtenus suite à un détournement de fonds publics et de deniers publics, corruption sous de nombreuses formes, y compris abus de pouvoir par des agents publics, blanchiment d'argent, financement d'activités terroristes. Les actifs illégaux obtenus grâce à ces activités sont confisqués par l'ARAI ou l'Agence de recouvrement des avoirs illicites. Tous les véhicules, terrains, maisons et biens peuvent être confisqués. Et les comptes bancaires peuvent être gelés. Pour l'année 2023, le travail effectué par l'ARAI peut être considéré comme un succès selon le rapport qu'ils ont effectué ce jour, car plus de 200 véhicules et plus de 6 milliards d'ariars ont été saisis.
Toutefois, la mise aux enchères des biens saisis dépend du jugement du tribunal. Après la vente aux enchères, les sommes obtenues seront versées au compte du Trésor public. Les stratégies pour les 5 prochaines années ont également été dévoilées ce jour. Par ailleurs, la RAI collabore avec les tribunaux locaux et internationaux dans la lutte contre la criminalité et dans la mise en œuvre de cette stratégie signée aujourd'hui. Dans les actualités également, Maëri, un bébé âgé de 1 an, kidnappé le 1er décembre dernier, a été remis à sa famille hier dans la soirée. 2 personnes sont actuellement détenues par la gendarmerie d'Andourane Foot pour une enquête approfondie. Des annonces concernant la disparition de Maher, un bébé âgé de 1 an, ont été publiées sur les réseaux sociaux depuis le 1er décembre. Depuis ce jour, les recherches ont commencé. La famille de Maher a reçu un SMS demandant le paiement d'une rançon de 700 000 ariars en échange de sa libération. Après des pièges mis en place par la gendarmerie d'Andourane Foot, une femme âgée de 32 ans a été appréhendée hier dans la soirée. Elle a avoué que l'enfant allait être vendu à une tierce personne. Une autre femme âgée de 26 ans a également été entendue. Cette dernière serait également impliquée dans une autre affaire de vol d'enfants. Et un autre adolescente âgée de 12 ans serait également impliquée dans cette affaire. Maher a été remis à sa famille hier dans la soirée et il a été emmené à l'hôpital de Befelatane ce matin pour un contrôle de santé. Et toujours dans les actualités sociales, les taxis brousses opérant au Fassan Karan sont fin prêts pour les vacances de Noël et la fête de fin d'année. Il n'y aura pas de hausse de tarifs durant cette période, souligne le président du comité des coopératives auprès du Fassan Karan. Les détails avec Fadjessena Mirai et Asnara Falzanar. 0 accident, tel est l'objectif des taxis brousses au Fassan Karan à l'approche de la fête de Noël et de la fin d'année. Le président du comité des coopératives souligne que tous les taxis brousses qui prennent le départ sont contrôlés. Les chauffeurs qui prennent le volant doivent être sobres et ne feront pas d'aller-retour. 120 voitures y opèrent tous les jours. Vers la mi-décembre, cet effectif sera augmenté jusqu'à 200 taxis brousses par jour. Toutefois, il n'y aura pas d'augmentation de tarifs pour l'intérêt des usagers. Les passagers sont appelés à réserver leur place à l'avance. Et comme c'est la saison de la grippe, les passagers sont priés de respecter les gestes barrières. Le programme Titre Vert a été lancé hier dans le district d'Ambat Finanjan, région d'Amour-Mani. À cette occasion, un terrain de 200 hectares a été attribué à 100 jeunes entrepreneurs. Ces jeunes bénéficiaires ne se contenteront pas aux activités agricoles, mais ils feront aussi de l'élevage et pourront même aller jusqu'à la transformation des produits. Ils ont également reçu des semences et autres fournitures agricoles. Ça est Sylvain. Dans la municipalité de Timanar-Lok, Ichem, district d'Ambat Finanjan, se trouvent les nouveaux foyers de ces 100 jeunes issus de la région d'Amour-Mani. Une migration pour devenir entrepreneurs producteurs. Ils ont un projet et ils sont tous prêts à le réaliser. Ainsi, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage leur a donné 200 hectares de terre prêtes à être exploitées dans le cadre du projet Titre Vert. En plus des terres qu'ils exploiteront, les jeunes entrepreneurs recevront un financement. Ils ont également reçu des équipements, de l'eau et des outils pour qu'ils puissent de suite travailler. La construction de leur maison se poursuit également. Les 100 jeunes bénéficiaires du projet Titre Vert à Amour-Mani sont des entrepreneurs modernes. Le projet conduira au développement de la région, à la création d'emplois pour les résidents des environs et au progrès de Madagascar vers l'autosuffisance alimentaire. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a assuré que le secteur de la transformation et de la vente des produits sera soutenu par l'autonomisation du marché. Les documents de propriété seront remis aux jeunes entrepreneurs modernes quand ils auront rempli les conditions nécessaires au bout de 3 ans. Dans les actualités internationales, un ancien ambassadeur américain a été inculpé à Miami pour avoir espionné pendant plus de 40 ans les États-Unis au profit du Cuba
ennemi historique de Washington, a annoncé le ministère de la Justice. France 24. Il s'appelle Victor Manuel Roca et il totalise près de 40 années de service au profit de la diplomatie américaine. C'est donc avec un certain embarras que Merrick Garland, le secrétaire à la justice américain, a confirmé l'information selon laquelle Victor Manuel Roca a loyalement servi Cuba et ses services de renseignement pendant 4 décennies, tout en évoluant au plus haut niveau de l'administration des États-Unis. Né en Colombie, celui qui très tôt s'est présenté comme un ambitieux aspirant à la nationalité américaine, en réalité a commencé à travailler pour l'un des principaux ennemis de l'Amérique, donc dès 1981. Enchaînant les postes stratégiques en ambassade ou au département d'État, sa couverture a littéralement trompé tout le monde et alors que chacun des postes qu'il a occupés impliquait une enquête de sécurité non seulement du FBI, mais parfois de la CIA. Sa zone de prédilection, l'Amérique latine et la Bolivie, où il a même exercé comme ambassadeur. Mais l'espion de Fidel Castro, donc, a même servi au cœur des secrets de l'Amérique les plus sensibles, tout près du conseiller à la sécurité nationale entre 1993 et 1995, c'était alors sous Bill Clinton. Visiblement très attaché à son engagement réel et non fictif, l'homme a travaillé toute sa vie sous sa réelle identité, ce qui a participé d'ailleurs à sa longévité. Pas de légende donc pour Victor Manuel Roca, puisqu'il a tout simplement, en tout cas selon le FBI, consacré sa vie tout entière à trahir son pays d'adoption. Même après sa retraite, l'agent de Cuba a continué à conseiller l'état-major en charge de l'Amérique latine au Pentagone. C'est visiblement le fait d'avoir été un peu oublié des services de renseignement cubains qui a fait perdre ses bonnes habitudes d'espion à l'un des traîtres qui figurera probablement parmi les recordmen de longévité, puisqu'il a suffi à un agent du FBI de se présenter comme espion cubain pour que l'ancien fonctionnaire du département d'État révèle presque la totalité de son parcours sans se méfier. Pas de prescription pour la trahison aux États-Unis. La justice fédérale a immédiatement été saisie, évidemment, et l'homme finira très probablement ses jours en prison. Et après des semaines de combat contre le Hamas dans le nord de Gaza, l'armée israélienne intensifie son déploiement dans le sud du territoire, faisant craindre un scénario encore plus infernal pour les civils selon l'ONU. France 24. Les réfugiés se comptent déjà en plusieurs milliers à Al-Mawasi. Depuis le début de la guerre, l'armée israélienne encourage les Palestiniens à venir ici pour être protégés des combats. Il n'y a aucun magasin, aucune boulangerie, ni aucun hôpital. Ils nous ont forcés à quitter nos maisons dans le nord et nous ont conduits vers le sud. Nous avons dû quitter Khan Younes pour ici. Nous n'avons rien à dire à part que Dieu nous vienne en aide. Où pouvons-nous aller? Al-Mawasi est situé à quelques encablures seulement de la frontière égyptienne. C'est un petit territoire de 14 km de long sur 1 km de large. Avant les attaques du 7 octobre, seuls quelques Bédouins vivaient ici. La famille Al-Masri a dû quitter en urgence la zone d'Ahmad, plus au nord. Je jure devant Dieu que personne n'a dormi la nuit dernière. C'est impossible à cause du froid. Nous avons besoin de couverture car sinon la pluie se déverse sur nous et nous devons ramasser ces bouts de bois juste pour donner à manger aux enfants. Déplacer encore plus de réfugiés à Al-Mawasi n'est pas tenable pour l'ONU et les ONG. Surtout si l'armée israélienne décide d'une incursion dans le sud de Gaza. Face à l'urgence humanitaire, la présidente de la Croix-Rouge internationale livre un témoignage implacable. Je viens de visiter l'hôpital européen de Gaza et les choses que j'y ai vues dépassent tout ce que l'on pense pouvoir décrire. Nous sommes confrontés à une situation qui ne pourra pas être résolue en envoyant davantage de camions. Nous devons assurer la protection des civils à Gaza, des femmes, des enfants, des personnes âgées que j'ai vues aujourd'hui et qui n'ont nulle part où aller. Washington demande désormais aux autorités israéliennes d'empêcher tout nouveau déplacement significatif de population. Au total, les Nations Unies estiment qu'1 800 000 personnes ont été déplacées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Cela représente près de 80% de la population du territoire palestinien.
Et enfin, pour terminer, en Ouganda, une éventuelle interdiction des autorités sur la vente des vêtements de seconde main fait réagir. Bien qu'il n'existe pas de chiffres officiels disponibles, selon les estimations de l'association ougandaise des revendeurs de vêtements et de chaussures d'occasion, quelques 16 millions de personnes, soit un tiers des Ougandais, achètent des vêtements d'occasion. France 24. We have cotton. We can produce all these things that we are talking about in the second-hand market here in Uganda. And we have companies that have started producing. If you go to Mbale Industrial Park, if you go to Fine Spinners, Naitiru, and others that are coming on, can be able to replace this thing, rather these second-hand clothings, in a very pretty short time. So if they come and ban us, number one, we are going to lose our jobs. Sustain our families is going to be very difficult. And the good thing is these clothes are original. The ban will affect, first of all, the country, because we get a lot of taxes from second-hand clothes. That's the general aspect of it all. Then, from the people engaged in second-hand clothes is quite a lot. Most of them, they have a good quality. Compared to those with the new ones in the shops, then that's why we prefer to choose the variety. They are cheap. People easily can get them at a cheaper prices. Every person can buy cheap clothes better than these new clothes. Mesdames et messieurs, c'était les essentiels de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.